Salut à tous, bienvenue dans cet épisode de Chit Chat Pyjama. Aujourd'hui, on va parler d'hypersexualité et d'hyposexualité post-traumatique due à des viols. Je vais témoigner en tant que moi-même, du coup. Je vais pas parler en tant que spécialiste, mais en tant que personne qui témoigne de mon expérience personnelle. J'aimerais vous apporter mon point de vue et mon vécu pour aider les personnes qui passent par là et pour vous déculpabiliser surtout, parce que c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre et dont on ne parle pas assez, je trouve. Je suis d'abord passée par une phase d'hypersexualité suite à mes viols, du coup, à partir de mes 16-17 ans jusqu'à peu près, je pense, mes 26 ans, 27 ans, quelque chose comme ça. Donc pendant à peu près 10 ans, j'étais dans des phases d'hypersexualité. Et ça se mélangeait avec des addictions, par exemple, j'étais d'abord hyper addict à l'alcool, ensuite je suis tombée dans les soirées techno. En vrai, au début ça allait, je consommais de l'ecstasy tous les week-ends, mais j'avais quand même une addiction à l'ecstasy vu que j'en consommais tous les week-ends pendant quand même des années. Donc j'avais ce besoin de me perdre et j'étais quand même très addict à l'alcool. Dans ma phase d'hypersexualité qui a duré à peu près 10 ans, j'ai évidemment mélangé ça avec beaucoup d'autres addictions. Donc j'étais addict au sexe, mais aussi pour exister dans mon ego. Je me suis faite violer aussi beaucoup de fois. C'est ça le piège en fait. Le problème c'est que t'as plus vraiment conscience de ton corps, ton rapport à ton corps est totalement changé. Et tu penses que tu existes qu'à travers ça. Je sais pas comment expliquer. J'accordais une telle importance à ma sexualité, tellement j'étais dans l'hypersexualité. Comme des hommes, en fait, ils m'ont pris mon corps, ils ont abusé de moi, ils m'ont fait croire que je servais qu'à ça. Bah, du coup, moi-même, je me convainquais que je servais qu'à ça et que j'étais, entre guillemets, bonne qu'à ça. Et ça arrive à beaucoup de femmes qui subissent des viols, et je pense même à des hommes aussi. C'est que on se déconnecte de notre corps et on pense qu'on doit servir à ça. C'est-à-dire que quand je n'avais pas de rapport sexuel pendant une semaine, j'avais l'impression de me gâcher, de gâcher mon corps, de gâcher ma jeunesse, que je servais plus à rien. C'est pour ça que je m'acharnais à avoir tout le temps des rapports sexuels. Déjà, c'était aussi pour avoir l'impression d'oublier le rapport qu'on avait eu envers moi de force. Et c'était pour en avoir le plus possible. C'est-à-dire que j'avais envie d'avoir le plus de rapports possible pour reprendre le contrôle, pour avoir le pouvoir. Et je me sentais puissante. C'est-à-dire que plus je couchais avec des mecs, plus je pensais que j'étais puissante. Et je dis pas que c'est la réalité ou quoi. C'est probablement une illusion, j'en sais rien. Mais c'était une façon pour moi de me réparer. J'avais l'impression de me sentir un peu comme la reine des abeilles. Je sais, je partais un peu dans un ego trip dans lequel j'avais besoin de partir pour me réparer mes traumatismes, pour avoir l'impression d'avoir tellement le contrôle, tellement le pouvoir, car on me l'a tellement retiré. Et comme je l'ai déjà dit, malheureusement, on va se refaire abuser. Et c'est ça le problème, c'est qu'on va se mettre en danger parce qu'on a une sorte de dissociation avec notre corps et notre esprit. Parce que pendant qu'on se fait violer, ben, on a déjà une sorte de dissociation, c'est-à-dire que on a un état de sidération pour beaucoup d'entre nous, parce que notre cerveau, il produit un truc précis qui fait qu'on est en sidération, en dissociation. Et le problème, c'est que personnellement, j'ai eu l'impression de tomber accro à ces substances que mon cerveau me procurait. C'est pour ça qu'inconsciemment, je me mettais dans des situations de danger, parce que déjà, de un, je pense que la chimie de mon cerveau était modifiée à cause de mes traumatismes, et j'avais l'impression d'être addict aux substances que mon cerveau me procurait lorsque je me faisais violer et abuser. Ça va vous sembler très bizarre, mais je vous explique ce que je ressens et de mon auto-analyse et de mon introspection. Peut-être qu'il y a des spécialistes qui pourront mieux le nommer, en parler de façon plus détaillée, mais moi c'est mon ressenti. Et le problème, c'est que j'ai tellement, on va dire, auto-exploité mon corps que à l'heure actuelle, ben, je suis tombée dans l'hyposexualité. Mais ça, je vais vous en parler après avoir fini de parler du fait d'avoir été dans mes addictions aussi pendant mon hypersexualité, ce qui fait que je n'avais jamais de rapport sobre. J'étais tout le temps arrachée, j'étais tout le temps sous substance, comme je l'ai dit. D'abord, j'étais sous alcool. J'ai eu beaucoup de blackouts, je me souvenais pas de tous mes rapports, et je me suis rendu compte 10 ans plus tard que, en fait, à part peut-être 2 fois où j'étais en couple, 2, 3 fois où j'étais en couple, je n'ai pas eu de rapport avec des hommes sobres en fait en général. Et c'est ça qui m'a vraiment posé problème, et je me suis dit que j'avais vraiment un souci parce que je suis une personne qui suis assez timide, et en réalité, quand j'ai arrêté de faire du sexe de façon compulsive en consommant des substances, c'est-à-dire que je prenais juste des substances sans avoir de rapport sexuel,
et ben, je remarquais que je n'arrivais plus à avoir de rapport. Et petit à petit, j'ai switché, c'est-à-dire que vers mes 26-27 ans, plutôt à partir de mes 27 ans, parce que 26 ans, j'étais encore dans une sorte d'hypersexualité post-traumatique en consommant des substances, c'est-à-dire que je pouvais coucher avec des mecs où je commençais déjà à tomber un peu dans l'hypo, c'est-à-dire que j'étais beaucoup moins compulsive, et c'est pour ça que ça venait beaucoup plus progressivement avec le temps. J'étais beaucoup moins impulsive, et je commençais à me frigidifier. Je sais pas comment on pourrait dire ça, parce que je sais que le mot frigide, il est aussi un peu sexiste et misogyne, dans un sens quand il est utilisé sur des femmes, au même titre que l'hystérie, etc. Mais je ne vois pas vraiment d'autres mots, donc je vais employer celui-là pour décrire plutôt mon état émotionnel et physique. C'est-à-dire que je n'avais vraiment plus envie, quand j'étais arrachée ou quoi, de toucher à des hommes ou d'avoir des rapports parce que je redevenais un peu moi. C'est-à-dire que ben, je me retrouvais un peu, mais j'étais plutôt dans l'opposé, dans la réticence. Sauf quand j'étais vraiment extrêmement arrachée, où j'ai quand même eu des épisodes d'hypersexualité, mais de façon de plus en plus éparpillée dans le temps. C'est-à-dire que à la base, on va dire que au début, c'était peut-être toutes les semaines, puis ensuite toutes les 2 semaines, et petit à petit, vers mes 26-27 ans, c'était à peu près tous les mois, une fois tous les quelques mois, etc. Ça s'éparpillait dans le temps, mais mon image de moi-même, elle changeait pas. C'est-à-dire que je me disais, mais en fait, je suis hypersexuelle. Comment ça se fait que je suis de moins en moins hypersexuelle? C'est-à-dire, c'est de moins en moins récurrent. Je m'isolais de plus en plus. Je me renfermais de plus en plus sur moi, sur mon corps. J'avais de moins en moins envie de coucher avec des inconnus parce qu'il faut savoir qu'avant, je faisais des dates Tinder, je faisais plein de dates, je rencontrais plein de gens, vraiment dans l'espoir d'assouvir mon besoin de faire du sexe de façon limite maladive, pathologique, parce que dès que je ressentais de l'anxiété, j'avais besoin de faire du sexe pour annuler mon anxiété. C'était comme une sorte d'anxiolytique. Sauf que je ne prenais pas d'anxiolytique. Donc j'utilisais le sexe avec des inconnus comme un anxiolytique. Et ensuite, ben, petit à petit, je n'en avais plus du tout envie. Je commençais à être dans l'opposé. Donc je sortais toujours, je consommais toujours des substances, j'étais toujours dans mes addictions. Mais on va dire que j'étais beaucoup plus solitaire. J'étais déjà très très solitaire, mais j'étais beaucoup plus solitaire dans ma sexualité. Je commençais à me contenter de mes masturbations en solo. Je vais boire un petit peu de café parce que mm, j'ai soif un peu. Donc je commençais à être de moins en moins ouverte aux hommes, c'est-à-dire que même j'étais plutôt crispée en soirée vis-à-vis des hommes et j'étais très distante et j'avais vraiment surtout pas envie, j'avais de moins en moins envie à partir de mes 27 ans surtout, je commençais à ne plus vraiment avoir de rapport, sauf quelques exceptions, c'est-à-dire que comme j'étais quand même fragile et un syndrome post-traumatique, parce qu'il faut savoir que à l'âge de mes 27 ans, je me suis faite V à nouveau par un collègue. C'est pour ça que j'ai fait un burn-out et un syndrome de stress post-traumatique au début de mes 27 ans, donc en début 2022. Et c'est pour ça que cette fois-ci, mon traumatisme, je pense que c'était la goutte de trop ou que sais-je, j'étais dans une autre phase de ma vie, ça m'a mais dégoûtée du sexe, genre je n'étais plus du tout dans l'hypersexualité. C'est pour ça que quand on se fait traumatiser, quand on se fait violer, etc., on peut être dans l'un ou dans l'autre, ou alors alterner. Là par exemple, c'était un énième traumatisme, un énième viol qui m'a fait tomber dans l'inverse, mais j'ai pu me refaire manipuler par des hommes, c'est-à-dire que je me suis refaite violée par plusieurs hommes, mais en mode j'étais en état de dissociation et de sidération. C'est-à-dire que j'étais seule dans une pièce avec plusieurs hommes et je prenais des substances et genre en mode, je me laissais faire, mais c'était hyper malsain. C'était hyper hyper malsain parce que quand j'y pense, c'est horrible. Je sais pas comment expliquer. Quand j'y pense, c'est horrible. Ils m'ont utilisé comme un objet. Et c'est pas que je regrette ou quoi, genre je suis pas du tout dans le genre de regretter parce que je suis le genre de personne, même quand je me suis fait violer, je ne regrette pas. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. C'est pas à moi de regretter de toute façon, c'est pas moi qui fais du mal, c'est moi qui subis. Donc je ne regrette rien et je ne regretterai jamais rien et ça fait partie de ma personnalité, même quand je vis des trucs horribles, je ne regrette pas. Parce que pour moi c'est un apprentissage de la vie, j'apprends des choses nouvelles, même si elles sont horribles. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à être dans le regret. Voilà. Mais je me suis fait abuser par 3 mecs, etc. Et une autre fois par... En fait, je me suis un peu fait manipuler par un mec parce que j'avais beaucoup sombré dans la drogue. Du coup, j'étais hyper vulnérable mentalement suite justement au fait que mon collègue m'avait violée en début 2022. Toute l'année 2022, j'étais hyper vulnérable et je me suis fait abuser collectivement plusieurs fois dans l'année
où j'étais beaucoup dans les drogues, dissociée de moi-même, où je me faisais utiliser, j'étais déconnectée en fait. Je sais pas comment expliquer. Je sais très bien que ça serait pas passé comme ça si j'avais pas revécu un trauma de viol et si je m'étais pas redéconnectée de mon corps et si j'avais pas refait un syndrome de stress post-traumatique pareil. Donc voilà, je me suis refait abuser par des hommes et ensuite, vous savez pourquoi je suis tombée dans l'hyposexualité? Qu'est-ce qui m'a permis de tomber dans l'hyposexualité? C'est le fait d'avoir rencontré mon amoureux. Donc voilà, un an plus tard, quand j'ai 28 ans, non, c'est quoi? C'est 29 ans, je crois. C'est début 2023. Donc c'est 28 ans. Non, 28 ans. Je rencontre mon mec début 2023, après une année à m'auto-détruire. Parce que le énième viol, il m'avait fait trop de mal. C'était un collègue dans la rue, en face du tabac, en after work. Bref, j'ai pas envie de détailler en fait, je crois. Même si je suis le genre de personne à beaucoup en parler. Donc en début d'année 2023, j'ai rencontré mon mec, donc à mes 28 ans. Ça faisait déjà à peu près plus de 10 ans que j'étais dans l'hypersexualité. Et là, je commençais déjà à me renfermer après un énième trauma. Je rencontre mon mec. Au début, je me sens à peu près normale dans ma sexualité. Évidemment, j'ai encore des problèmes de toxicomanie et de drogue. Mais c'est quand je me suis sentie en sécurité que j'ai pu totalement me lâcher dans mon hyposexualité. Évidemment, je me rends compte avec le recul que j'ai continué à souffrir de dépression et de toxicomanie et de polytoxicomanie. C'est-à-dire que je consommais énormément, 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 énormément. J'avais totalement sombré. Donc voilà, quand tu consommes autant, tu perds ta libido, déjà. Et au-delà de perdre sa libido, parce que j'étais déjà toxicomane avant ça, et c'était pas pareil. J'étais pas autant toxicomane, je pense. Mais là, quand je vous dis que je n'en avais plus du tout envie, que déconnexion totale de mon corps, je suis vraiment passée d'un extrême à un autre, et ça s'est fait plutôt progressivement. Genre, il y a eu 2-3 années où c'était flou, où j'alternais un peu entre les deux, et paf, d'un coup, j'étais totalement déconnectée de mon corps et je n'en avais plus du tout envie. Voire ça me dégoûtait au début. Et c'est pas parce que j'étais avec mon mec, dans le sens où ce n'était pas lui, au contraire, c'est lui qui m'a permis de m'exprimer dans mon hyposexualité, parce que on a très connecté à ce niveau-là, pourtant. C'est ça qui a fait que vraiment on s'est connecté de fou. C'est pas que ça, évidemment, mais c'est une connexion sur plein de niveaux, et notamment sur le plan intime. Mais ce qui était assez perturbant, c'est que j'avais plus envie de ça du tout. Vraiment, dès que je pensais à un organe génital, j'étais en mode je ressens rien. Et apparemment, c'est parce que j'avais besoin de dire non. Parce qu'en fait, je me rends compte que je n'ai jamais dit non. En fait, depuis que je me suis fait violer, dites-vous, je m'étais convaincue pendant plus de 10 ans d'hypersexualité que j'en avais constamment envie pour plus jamais me faire violer. C'est ça que je m'étais dit dans ma tête. C'est pour ça que là, d'un coup, quand je suis passée à l'hyposexualité, c'est-à-dire plus du tout envie, j'étais passée à l'extrême en mode, là, en fait, vu que j'ai dit non toute ma vie quasiment, où j'avais constamment envie, parce qu'en fait je ne savais plus dissocier le moment où j'en avais envie du moment où j'en avais plus envie. Comme là, en fait, mon corps et mon esprit se sentaient apaisés et en sécurité, il s'est dit, je vais dire non toutes les fois. Genre, j'en avais plus du tout envie, et ça me permettait de réaffirmer la limite de mon corps que j'avais perdue justement pendant mon hypersexualité. Parce que je n'avais plus de limite entre l'extérieur et l'intérieur, les autres et moi. Quand j'étais hypersexuelle, on n'était plus qu'un. Là, dit comme ça paraît un peu spirituel, mais c'est surtout traumatique. Et c'est-à-dire que l'envie du mec était mon envie. Parce que je me conditionnais à me calquer sur l'envie du mec pour plus me faire violer, en fait. Donc je me disais, quand j'étais hypersexuelle, que si un homme en avait envie, moi aussi j'en avais forcément envie. Et du coup, ça m'empêchait de me faire violer. C'est un mécanisme de protection qui me permettait de ne plus revivre de viol. Et entre guillemets, ça a marché, mais pas tant que ça. Du tout, parce que je me suis refait violer. Juste, j'étais dans le déni. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au final, tu sais quand même quand on a envie ou pas. Juste, je me convainquais que j'en avais tout le temps envie. Et je pense qu'il y a des moments, ça m'a protégée. Mais ça m'a surtout protégée dans des moments où je me mettais en danger. Et je me mettais en danger parce que j'étais traumatisée. Donc, est-ce que ça m'a vraiment protégée? Non, en vrai. C'est complètement paradoxal de dire ça. Mais ça m'a donné l'illusion de ne pas me faire violer à des moments. Parce que je me calquais sur l'envie de l'homme tout en oubliant ma propre existence, mon propre consentement et mon propre envie. Et en annulant mon propre consentement dans mon hypersexualité, j'annulais l'opportunité, entre guillemets, de pouvoir me faire violer. C'est matrixant de fou, mais c'est comme ça que je pensais inconsciemment. Et donc, quand je suis passée à ma phase hyposexuelle, il y a 2 ans,
C'était, je sais pas comment expliquer, c'était un peu soulageant parce que je pouvais me concentrer sur autre chose que le sexe. Parce que ça prenait tellement de place dans ma vie pendant 10 ans, j'étais obsédée par ça. Quand j'étais hypersexuelle, je pensais tout le temps à ça. En cours, je pensais à ça. J'étais obsédée par ça. Ça prenait tellement de place dans mes pensées. Et en même temps, ça me soulageait de penser tout le temps à ça. Ça soulageait mes angoisses de penser constamment au sexe. Et je me rends compte que ce n'était pas moi. Moi, je pensais que c'était ma personnalité. Je pensais que j'étais juste comme ça. Je pensais que j'avais un grand appétit. Je pensais que j'avais une grande libido. Alors oui, j'ai une grande libido parce que la libido, c'est la vie. J'ai un grand appétit de vie, un grand appétit d'ambition, de création, etc. Parce que la libido, elle n'est pas que sexuelle, hein, elle concerne aussi l'appétit, etc. Donc là, je pense que quand je suis tombée dans mon hyposexualité, j'ai fait une sorte de dépression inversée. C'est-à-dire que j'étais plus dans le fait de constamment combler. J'étais dans un arrêt total de mon corps. Genre, tout était en arrêt. C'est comme si je l'avais tellement surmené, tellement surchargé, tellement surstimulé et tellement maltraité, et qui s'était aussi tellement fait maltraiter que du coup, mon corps, il m'a dit stop. Il m'a dit stop, vas-y, plus rien va rentrer maintenant. Alors oui, j'avais très occasionnellement des petites séances intimes parce que j'étais en couple et que à des très rares moments, on avait un peu d'intimité quand même. Mais franchement, je dis bien que ça n'a rien à voir avec avant et que pendant 2 ans, j'ai quasiment pas eu de rapport. C'est parce qu'avec mon mec, on est très amoureux, qu'il a compris, que j'ai vu une sexothérapeute qui m'a aussi expliqué certaines choses. Ça m'a beaucoup apaisé, ça m'a beaucoup rassuré de me rendre compte que c'est parce que je me suis sentie en sécurité avec un homme que j'ai estimé que j'avais le droit de dire non. En fait, à partir du moment où j'ai compris que j'avais le droit de dire non, il fallait que je le dise tout le temps pour me prouver. Et je savais même plus, même pendant ma période d'hyposexualité, si j'en avais envie ou pas. Mais je préférais dire non dans le doute. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait l'inverse de tout ce que j'ai fait pendant mon hypersexualité. Pendant mon hypersexualité, je disais oui dans le doute, même si je savais pas si j'en avais envie ou pas. Pendant mon hyposexualité, je disais non dans le doute, même si je savais pas si j'en avais envie ou pas. Parce que j'ai appris et j'ai compris que pour moi, si je sais pas que j'en ai envie ou pas, c'est que j'en ai pas envie. Si j'en ai envie, je suis censée le savoir. Et c'est ça la réalité du consentement en réalité. Si tu sais pas, c'est que c'est non en fait. Mais ça, quand t'es matrixé par tes traumas et que t'es dans l'hypersexualité, tu peux avoir du mal à t'en rendre compte et tu aimerais te convaincre que c'est l'inverse parce que tu penses que c'est une façon d'avoir de l'amour, de l'attention pour combler un peu ton vide intérieur qui a été créé par les traumatismes de viol, etc. En gros, mon corps m'avait totalement lâché quand j'ai commencé mon hyposexualité. Genre, je ne sentais plus du tout mon corps. Donc là, j'en sors un petit peu. Et surtout, je sors aussi de ma toxicomanie, etc. Je vais aussi faire des vidéos sur mon sevrage. Ça m'a beaucoup aidé à me reconnecter à mon corps, de sortir de ma toxicomanie. Parce que, forcément, la toxicomanie, ça aussi annule la libido. Mais moi, c'était anormal. J'étais dans une frigidité, entre guillemets, absolue. Même si je n'aime pas beaucoup ce terme, je n'ai pas d'autre mot pour le moment. Insensible. Complètement apathique, complètement anesthésiée. Genre littéralement anesthésiée, le sexe n'existait plus pour moi. Je m'en foutais totalement et ça me stressait, ça me procurait de l'angoisse dès qu'on en parlait. J'avais des montées d'angoisse dès qu'on parlait de sexe et tout. Je fuyais ça comme la peste pendant 2 ans. Et là, j'essaie de m'en sortir petit à petit. Ça revient très progressivement parce que, en fait, les douleurs et les traumatismes ont été vraiment très profonds et très très intenses et très très douloureux et très très compliqués à gérer pour moi. Mais voilà, je voulais un petit peu vous parler de ça et du fait que c'est normal en fait quand vous êtes passé par des traumatismes de viol, surtout quand vous en avez vécu beaucoup. Mais même un, ça suffit en fait parce que voilà, le traumatisme c'est le traumatisme. C'est normal de passer par des phases d'hypersexualité, mais même d'hyposexualité. Et je trouve qu'on parle pas assez du fait qu'on peut complètement switcher dans une hyposexualité après une grosse phase d'hypersexualité, alors qu'on se pensait hypersexuel pour toujours. Vous voyez, on s'imagine pas qu'un jour on allait devenir hyposexuel. Et dites-vous, quand j'étais hypersexuelle, ma plus grosse phobie c'était de devenir hyposexuelle parce que le sexe était ma vie. Alors maintenant je réalise qu'il n'y a pas que ça dans la vie et limite j'ai envie de chialer, genre je suis un peu émue dans le sens où je pensais pas que ce jour allait arriver. Bon là je vais avoir 30 ans dans quelques jours. Oh, je suis Verseau, je suis née le 18 février, donc souhaitez-moi mon anniversaire si jamais vous en êtes jusqu'ici de la vidéo. Donc voilà, je suis assez contente qu'à 30 ans, je commence un peu à guérir et aussi à sortir de mon hyposexualité. Et je sens que c'est là que je vais commencer à guérir. Et surtout, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de me faire violer depuis que je suis avec mon copain. Donc ça fait plaisir, hein, parce que depuis que j'ai 16 ans, je me suis fait violer depuis mes 14 ans. J'ai pas arrêté de me faire violer jusqu'à mes 28 ans. 27, 28 ans, je sais plus. Bref. Donc voilà, 27 ans. C'est quand même long, c'est quand même beaucoup de viols. Et on est fatigué un peu au bout d'un moment.
Donc voilà, maintenant j'arrive au bout justement de ma guérison et c'était compliqué de guérir vu que en fait dans ton traumatisme de viol, tu peux être tellement en train de souffrir que tu es dans l'autodestruction. Du coup, tu te refais violer pendant encore des années, des années, des années. Du coup, après, il va falloir se reconstruire à partir des viols que tu as eu à travers tes traumatismes de viol et à travers ton hypersexualité post-traumatique. Alors bonjour le challenge. Ça met longtemps. Donc je vais vous documenter aussi la suite de mon hyposexualité. Là, je me considère demi-hyposexuelle. Je ne saurais pas comment vous dire ça, je ne saurais pas comment vous expliquer ça et je ne saurais pas quel mot dire. Mais je suis plus du tout comme avant. Je suis plus du tout H24 sexe. Le sexe est plus le centre de ma vie. Je commence à penser à autre chose et tout. Mais j'essaie de réinsérer ça petit à petit dans ma vie parce que c'est quand même bien, que ce soit pour la santé mentale, physique et pour la connexion avec votre partenaire. Surtout, moi je suis en couple, donc c'est un peu compliqué. Ça m'a beaucoup fait culpabiliser. C'était très compliqué au début. Surtout quand on avait une sexualité assez fusionnelle au début et que j'ai d'un coup switché à l'hyposexualité totale, vu que je me sentais trop en sécurité avec lui et que du coup mon corps il s'est dit vas-y, c'est bon, c'est le moment de complètement se déconnecter de ton corps, du sexe, de la sexualité, de faire un gros... Voilà. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi en commentaire vos expériences, est-ce que vous êtes passé par là, est-ce que vous êtes plutôt tombé dans l'hyposexualité ou l'hypersexualité ou les deux, ou d'abord l'un ou l'autre, etc. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit like, de me soutenir, parce que je vais faire encore pas mal d'autres vidéos pour documenter justement les traumatismes, la psychologie, pas mal de choses, les manipulateurs, tout ce que vous voulez, des trucs méga palpitants en tout cas. J'aimerais rajouter notamment quelque chose que je ressentais lorsque j'avais des rapports pendant ces 2 dernières années de mon hyposexualité, c'est-à-dire que j'avais des moments où je commençais à avoir une montée d'angoisse et il faut aussi que je vous parle du fait que j'avais vraiment, vraiment des douleurs incompréhensibles. Par exemple, j'avais des douleurs à l'entrée. Miaou. Je comprenais pas, je pensais que je faisais du vaginisme, pourtant on pouvait insérer des choses à l'intérieur, ce qui est... Normalement, quand tu fais du vaginisme, tu peux quasiment rien mettre dedans. Moi, je pouvais quand même recevoir la pénétration, etc. Ce qui n'est pas le cas de personnes qui souffrent de vaginisme en général. J'avais vraiment juste une douleur à l'entrée, c'était inexplicable. Je suis allée voir une gynécologue, etc. J'ai mis des crèmes, etc. On n'a rien trouvé de particulier, pourtant ça a duré des mois. Je me demande si c'est pas du coup dû au fait que j'étais accro à la kétamine et que ça a séché mon miaou. Je pense que ça devait avoir des liens, mais je me demandais si ça avait pas des liens avec justement mes traumas aussi, sur le fait que, bah en fait, mon miaou ne mouillait plus, tellement j'étais déconnectée de mon corps, de mon esprit et de ma libido et de ma sexualité. J'avais aussi des douleurs au bas-ventre. Genre vraiment, j'avais des douleurs. Dès que j'avais des rapports, je pouvais pas. Je pouvais pas. Et puis même, je mouillais pas et tout. C'était pas possible en fait. Même avec toute la bonne volonté du monde, parce que j'avais envie de me reconnecter avec mon partenaire et que j'avais le seum, ça ne marchait pas et j'en avais pas envie. Et du coup, bah, j'ai arrêté d'y penser, j'ai arrêté de me forcer. Et ça a été très compliqué dans le couple, en fait, de vivre avec ça, sachant qu'on est des personnes qui, à la base, sont plutôt hypersexuelles. Donc voilà, même moi, j'étais assez gênée, on va dire, de devoir affronter ça, parce que comment ça? Maintenant que j'ai trouvé un mec avec qui je connecte à tous les niveaux, il faut que je sois dans des phases comme ça. Moi, j'étais un peu dégoûtée, mais en même temps, je n'ai pas le choix. Je suis obligée d'écouter mon corps pour une fois dans ma vie. Pour une fois, lui dire, bah voilà, j'ai pas le choix que de t'écouter. Et je pense que c'est ça qu'il est en train de me dire, mon corps, quand je fais de l'hyposexualité, c'est, tu m'as pas écouté toute ta vie, maintenant tu vas m'écouter, tu vas même plus pouvoir avoir de rapport. Ça va être impossible pour toi, ça va plus être possible. Et j'étais en mode, bah maintenant que j'ai plus le choix, je suis obligée de l'écouter. C'est ton corps qui parle, il est à bout. Il veut que tu prennes soin de toi, il veut que tu prennes soin de lui, il veut que tu guérisses surtout. Et ces 2 années, je pense que ça m'a beaucoup aidé à guérir. Et je pense que j'ai jamais autant guéri que pendant ma phase d'hyposexualité, parce que je suis dans une relation de couple saine, parce que je suis dans une optique de guérison, parce que j'ai mis des trucs en place, parce que j'ai consulté un hypnothérapeute, parce que je suis en contact avec une énergéticienne, parce que j'ai aussi fait des séances avec une sexothérapeute. Donc j'ai fait quand même des petites séances par-ci par-là. J'ai fait des choses pour moi-même, des choses que j'ai rarement faites durant ma vie, sauf quand j'étais au bord du gouffre auparavant. Donc voilà, je pense que c'est important de s'écouter. Parce que si tu t'écoutes pas, bah en fait ton corps il va parler à ta place et t'auras pas, juste pas le choix, tu vas être obligé de t'écouter. Donc voilà, il va venir en mode, il va te prendre, il va faire, tu n'es plus libre, c'est moi qui décide. C'est pour ça que vous devez vous écouter, mais c'est quasiment impossible lorsque vous êtes trop traumatisé et dans des mécanismes de défense hyper intenses comme l'hypersexualité que je vivais. Et voilà, je pense que mon corps avait besoin de retrouver la limite entre les autres et soi, vu que comme je vous ai dit, je me sentais
qu'un avec le monde. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de différenciation entre le désir de l'homme et mon désir, le désir de l'autre et mon désir. J'avais l'impression qu'on formait que un tout le temps, que son désir était le mien, que le désir des hommes était mes désirs, que je devais les assouvir, etc. Maintenant, bah, en fait, j'ai appris à comprendre mon individualité suite à mon hyposexualité. Et suite à 2 ans d'hyposexualité, j'ai réussi à comprendre que je suis un être à part, avec des désirs à part, et que je peux savoir si j'en ai envie ou pas. C'est un truc de fou, genre. Parce qu'on m'a enlevé ça, on m'a enlevé ça. Je pense que ça arrive à beaucoup de personnes et c'est pour ça que je vais plutôt développer davantage dans les prochains épisodes, probablement, parce que j'ai pas envie que ça soit trop long. Je pense que je parle trop déjà, je pense que c'est assez long. Donc je vous fais des bisous. Hein, on termine sur ça pour le moment. Abonnez-vous à la chaîne, qu'on en parle encore et encore. Et surtout, prenez soin de vous et écoutez-vous. C'est très dur, écoutez-vous. Et personnellement, ça m'a fait du bien, cette hyposexualité, même si ça a été extrêmement frustrant et difficile. Et je vais peut-être faire un épisode sur comment gérer son hyposexualité en couple, parce que c'est challengeant, surtout au début. Et puis à la fin, franchement, moi j'ai laissé tomber, j'ai arrêté de vouloir avoir des relations sexuelles. Et j'ai laissé le temps couler. Le temps, il a coulé. Ça a été tellement plus long prévu. Je vous jure, je pensais que ça allait s'arrêter bien plus avant. Ça a duré 2 ans. Voilà. Spoiler alerte. Je pensais que ça allait durer 6 mois, 1 an max. Ça a duré 2 ans. Comme c'est long, hein, comme le corps, il met longtemps. Ça prouve à quel point je me suis oubliée. Ça prouve à quel point j'ai pas écouté mon corps. Parce que si pendant plus de 10 ans, j'étais dans des hypersexualités intenses, avec des consommations de substances, d'addiction et de déni de soi, et d'absence de ma propre conscience de mon propre consentement, vous imaginez bien que là, c'est un peu le retour de bâton. Donc, je paye le prix. Je paye le prix, entre guillemets. Mais voilà, pas le choix, pas le choix, pas le choix. Faut pas forcer. Faut pas forcer, faut s'écouter. T'as pas envie, t'as pas envie. Si tu penses pas, t'y penses pas, tant pis. Après, par contre, le problème, c'est que, bah, à force de pas ken, t'as aussi perdu l'habitude. Donc voilà, va falloir se reconstruire par après, par la suite. Mais maintenant, t'es un peu mis au pied du mur. Et il va falloir que tu te reconstruises. Ça va falloir faire le taf que t'as pas fait pendant plus de 10 ans, hein, ma belle. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura aidé un petit peu. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Abonnez-vous à moi. Et voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, demandez de l'aide, ne soyez pas tout seul, ne restez pas tout seul, ne culpabilisez pas, vous n'êtes pas coupable de ce que vous vivez, écoutez votre corps, personne d'autre doit vous forcer à faire quoi que ce soit, ok, même si vous en avez pas envie, que vous êtes en couple, c'est votre droit, ok, si vous savez pas, c'est que vous en avez pas envie, d'accord, si vous en avez envie, vous le savez, et vous n'avez pas tout le temps besoin d'avoir envie, ok, c'est ok de pas avoir envie, et bref, je vous aime, et je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous aussi à mon Insta. Et abonnez-vous, allez voir le lien de ma bio et tout, si vous voulez voir mon travail. Bisous.